Je m'appelle Jeanne Dubois, j'ai 68 ans et je n'aurais jamais imaginé raconter un jour ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai cru que j'exagérais, que c'était dans ma tête, que j'étais trop sensible. Mais non, ce que j'ai vécu était bien réel. Tout a basculé un mardi, 3 jours après le départ de ma fille Claire pour un déplacement professionnel à Paris. Elle a 35 ans, travaille dans une agence de communication digitale et part régulièrement pour des réunions avec des clients. Elle reste en général 2 semaines là-bas. À chaque fois, je garde mon petit-fils Théo, 12 ans, qui reste avec moi à Nîmes. Ce garçon est mon rayon de soleil. Depuis que Claire est revenue vivre chez moi après son divorce, nous avions trouvé un certain équilibre. Je m'occupais de la maison, des repas, du linge, des devoirs de Théo, de tout. Et je le faisais avec plaisir. J'aimais cette routine. J'avais le sentiment d'avoir encore un rôle important à jouer. Ce jour-là, Théo était à l'école et je faisais le ménage. Il était environ 14 heures quand Claire m'a appelé depuis Paris, comme elle le fait tous les jours. Elle voulait savoir si Théo avait mangé, s'il avait bien dormi, s'il avait fait ses devoirs. Rien d'inhabituel. On a parlé une dizaine de minutes, puis elle m'a dit qu'elle devait sortir avec une collègue et qu'elle me rappellerait le lendemain. Je suis retournée à mon linge, mais à peine quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Claire. J'ai décroché sans réfléchir, pensant qu'elle avait oublié de me dire quelque chose. Mais cette fois, elle ne s'adressait pas à moi. Elle parlait à quelqu'un d'autre. Elle avait dû appeler sans faire exprès, probablement en glissant son téléphone dans son sac. Je voulais raccrocher, mais j'ai entendu mon prénom. Alors, j'ai écouté. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. « Tu n'imagines pas comme c'est difficile de vivre avec ma mère collée à moi en permanence, » disait-elle à sa collègue. « Elle me dégoûte parfois. Toujours là, à tout vouloir contrôler. J'aimerais juste disparaître avec Théo et ne jamais revenir. » Je suis restée figée. Ces mots résonnaient dans ma tête. Dégoûte. Elle avait dit qu'elle avait du dégoût pour moi. Ma propre fille. Je me suis assise en tremblant. Les paroles continuaient, mais je n'entendais plus rien. Tout était flou. J'avais l'impression de tomber dans un trou sans fond. Après un moment, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis levée et je suis allée boire un verre d'eau sans vraiment savoir ce que je faisais. Puis, j'ai pleuré. Un chagrin que je ne connaissais pas. Pas un chagrin de fatigue ou d'épuisement. C'était une blessure, une trahison, une révélation. Elle faisait semblant. Tous les « merci maman », tous les « je ne sais pas ce que je ferais sans toi », tous les bisous sur la joue, c'était du théâtre. Une comédie bien jouée. Et moi, j'étais tombée dans le panneau pendant des années. Quand Théo est rentré de l'école à 16 heures, j'avais retrouvé un semblant de calme. Je ne voulais pas qu'il voie que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé si j'étais fatiguée. J'ai dit que j'avais un peu mal à la tête. Je lui ai préparé son goûter comme d'habitude. Mais quelque chose en moi avait changé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repassais chaque instant de notre vie ensemble, chaque souvenir, chaque geste. Je me demandais, depuis quand me déteste-t-elle? Depuis quand suis-je une charge pour elle? Tout ce que j'avais fait pour elle, pour son fils, était-ce invisible? Les jours suivants, j'ai essayé de continuer, comme si de rien n'était. Mais je n'y arrivais pas. Chaque regard, chaque parole de Claire me paraissait maintenant suspect. Je me demandais si, derrière chaque sourire, il y avait du mépris. Si, à chaque fois qu'elle m'appelait maman, elle pensait « poids ». Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Et si elle avait raison? Si je n'étais là que pour la gêner? Si je lui laissais enfin l'espace qu'elle réclame en silence? Cette idée a commencé à prendre racine. Lentement, discrètement. Et un matin, je me suis dit, peut-être que le moment est venu. Je devais réfléchir, posément, sans colère, sans émotion. Je voulais agir avec lucidité. Et surtout, je ne voulais pas partir sans laisser une trace. Pas pour elle, mais pour Théo. J'ai élevé Claire seule. Son père est parti avant même qu'elle vienne au monde. J'avais 31 ans quand je l'ai eue. À l'époque, je travaillais comme vendeuse dans une boutique de tissus au centre-ville de Nîmes. Je gagnais peu, mais j'étais indépendante. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais inquiète, mais déterminée. Le père, Marc, n'a pas voulu assumer. Il a laissé une lettre sur la table de la cuisine et n'est jamais revenu. Je me suis retrouvée seule,
enceinte de 8 mois, sans famille, sans soutien. Mes parents étaient décédés dans un accident quelques semaines plus tôt. Je n'avais personne. Claire est née dans un hôpital public. J'y suis restée 3 jours sans aucune visite. Quand je l'ai ramenée à la maison, je me suis fait une promesse. Elle ne manquerait de rien. J'allais être sa mère et son père. J'allais tout faire pour lui offrir une vie digne, même si cela voulait dire me sacrifier. Les premières années ont été les plus dures. Je travaillais à mi-temps pour pouvoir l'allaiter. La propriétaire de la boutique, Madame Lemoine, m'autorisait à la garder avec moi. J'installais un berceau de fortune derrière le comptoir. Puis, quand Claire a eu 1 an, j'ai dû la confier à une voisine pendant mes heures de travail. Je lui donnais 50 € par mois, une somme importante pour moi, mais je n'avais pas le choix. Je rentrais le soir, épuisée. Il fallait encore faire à manger, laver le linge, nettoyer l'appartement. Je cousais aussi le week-end pour des clientes. J'ai appris la couture avec ma mère, et c'est ce savoir qui m'a sauvée. Je faisais des ourlets, des robes, des nappes brodées. Chaque centime de plus allait dans une petite enveloppe pour l'avenir de Claire. À ses 5 ans, j'ai réussi un concours pour travailler à la mairie. Je m'étais levée tous les jours à 5 heures pendant des mois pour étudier. Elle jouait dans sa chambre pendant que je révisais le droit administratif. Quand j'ai eu le poste, j'ai pleuré. Un salaire fixe. La sécurité de l'emploi. C'était une nouvelle vie qui commençait. J'ai alors vendu la petite maison de mes parents, un bien modeste mais suffisant pour faire un apport. Avec un prêt, j'ai acheté une maison plus grande dans un quartier en développement. 3 chambres, un petit jardin. Claire avait alors 7 ans et, quand elle a vu sa nouvelle chambre, elle m'a serrée dans ses bras en disant « Maman, tu es la plus courageuse de toutes. » J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui offrir un bon départ. École privée, cours d'anglais, natation, violon. Quand il pleuvait, je l'emmenais à l'école en voiture. Je préparais son goûter, je l'aidais à faire ses devoirs tous les soirs. Aux fêtes de fin d'année, c'était toujours moi qui cousais les costumes et préparais les gâteaux. À 15 ans, elle voulait une fête. J'ai économisé pendant 6 mois. J'ai cousu des robes pour des clientes jusqu'à minuit. On a loué une petite salle, engagé un disc jockey. C'était simple, mais elle a dit que c'était la plus belle fête du monde. J'y ai cru. Elle a choisi de faire des études de marketing. Je ne savais même pas ce que c'était, mais si elle voulait, je la soutiendrais. J'ai payé les frais de scolarité dans une école privée. J'ai pris un travail en plus, les week-ends, pour assurer. Elle a eu son diplôme avec mention. Elle était fière, et moi aussi. Pendant ses études, elle a rencontré Romain, un jeune homme sérieux, bien éduqué. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés. J'ai participé aux frais du mariage. Elle m'a demandé d'être témoin principal. J'ai pleuré de joie. Quand Théo est né, elle m'a demandé de venir l'aider. Je suis allée chez elle pendant plusieurs semaines. Je faisais tout, biberon, lessive, repas, nuit blanche. Elle me disait que j'étais un ange. Mais quelques années plus tard, ils se sont séparés. Elle a découvert que Romain avait une liaison. Elle est revenue vivre chez moi avec Théo. Elle m'a dit qu'elle voulait un nouveau départ, que son fils serait mieux auprès de sa grand-mère. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai rouvert ma porte, mon cœur, ma maison. Pendant 5 années, j'ai tout donné. Je me suis levée tôt, j'ai cuisiné, j'ai fait les courses, j'ai géré les devoirs, les rendez-vous chez le médecin, les réunions à l'école. Je ne me plaignais jamais. Je pensais faire partie d'une famille unie. Je pensais que ma fille m'aimait, qu'elle était reconnaissante. Et puis, ce mardi-là, un appel téléphonique accidentel a tout brisé. Les jours qui ont suivi cet appel ont été les plus silencieux de ma vie. Je faisais tout comme avant. Je préparais les repas, je rangeais la maison, j'accompagnais Théo à ses activités. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était arrêté. Je ne parlais pas plus que nécessaire. J'évitais de croiser le regard de Claire. Je me contentais de faire ce que j'avais toujours fait, mais sans cette chaleur intérieure que j'avais eue pendant des années. Je n'étais plus une mère. J'étais devenue une fonction. Je commençais à observer ce que je n'avais jamais voulu voir. Quand elle rentrait du travail, elle me lançait à peine un bonsoir avant de s'enfermer dans sa chambre avec son téléphone. Elle ne demandait pas comment s'était passée ma journée. Elle ne proposait jamais de faire le dîner ou de ranger quoi que ce soit. Théo, lui, continuait à venir vers moi, à me parler de son école, de ses amis. Un après-midi,
Il m'a demandé de l'aider à faire une recherche sur les animaux marins. Il m'a dit que la maîtresse avait demandé que les parents participent. La maman est toujours fatiguée le soir, alors c'est toi qui m'aides, a-t-il dit en souriant. Cette phrase m'a transpercée. À 12 ans, il avait déjà compris que sa mère n'était pas vraiment présente. Elle vivait dans la maison, mais elle ne faisait pas partie de sa vie. Ce samedi-là, j'ai décidé de faire un test. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai dit à Théo que j'avais mal au dos. Je voulais voir si Claire allait réagir. Théo est venu me voir au petit matin, comme d'habitude. Il m'a demandé s'il pouvait prendre des céréales. Je lui ai dit oui. Claire est passée devant moi sans un mot. Elle ne m'a même pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Elle est allée directement dans sa chambre. Elle n'est sortie qu'à midi. À 11h30, Théo a dit qu'il avait faim. Claire est enfin apparue dans le salon. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu « Rien pour l'instant, j'ai mal au dos. » Elle a simplement haussé les épaules et a dit à Théo « Tu veux que je commande une pizza ?» Pour elle, cuisiner n'était même pas une option. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas sa mère. J'étais sa cuisinière, sa nounou, sa femme de ménage, sa solution de secours. Rien de plus. Les jours suivants, j'ai fait un point sur les dépenses. C'était moi qui payais les courses, les factures, les fournitures scolaires. Claire me donnait 300 € par mois. C'était symbolique. Et pourtant, elle soupirait quand je lui demandais de participer à un achat exceptionnel. Une fois, je lui ai dit que Théo devait aller chez le dentiste. Elle a répondu « Ce mois-ci, je ne peux pas, je suis serrée. » Serrée. Elle qui allait toutes les semaines au salon de coiffure, qui sortait avec ses amis le week-end. Puis, j'ai commencé à faire attention à ses paroles en public. Un jour, notre voisine, Madame Lefebvre, est venue prendre le café. Claire est rentrée du travail et s'est jointe à nous. Madame Lefebvre a dit « Claire, vous avez de la chance d'avoir une mère comme Jeanne. Elle fait tout pour vous. » Et Claire a répondu, avec un sourire mécanique « Oui, elle est très serviable. Elle aime bien rester occupée depuis qu'elle est à la retraite. » Rester occupée, comme si mes journées passaient vite grâce aux tâches ménagères, comme si je m'ennuyais et que je faisais tout cela pour passer le temps. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme cela. J'avais 68 ans. Je n'étais pas obligée de vivre dans une maison où l'on me tolérait au lieu de m'aimer. Je n'étais pas obligée de supporter l'ingratitude pour le simple fait d'être la mère. C'est ce soir-là que le plan a commencé à naître. D'abord, je suis allée sur Internet pour estimer la valeur de ma maison. Je suis tombée sur un site d'une agence immobilière de Nîmes. J'ai rempli un formulaire. Le lendemain, un agent m'a appelé. Il m'a dit que, vu le quartier et l'état de la maison, elle pouvait valoir entre 900 000 et 1 200 000 €. 1 million d'euros. Ma maison. Celle que j'avais achetée avec tant de sacrifices. Je me suis dit que ce serait suffisant pour recommencer ailleurs. Dans une ville calme, avec une petite maison à moi. Pour la première fois, je me suis vue libre. Mais avant de partir, je devais penser à Théo. Je ne pouvais pas le laisser sans rien. Ce garçon n'avait rien à voir avec l'ingratitude de sa mère. Il méritait protection. Et je savais à qui demander de l'aide. Le mardi matin, après avoir déposé Théo à l'école et avoir vérifié que Claire était bien partie pour sa semaine de travail à Paris, j'ai traversé la rue et suis allée frapper à la porte de ma voisine, Madame Lefebvre. Elle a 72 ans, veuve, vive d'esprit et toujours prête à offrir un café ou un conseil. Elle connaissait bien Théo, il passait souvent du temps dans son jardin pendant que je faisais des courses. Ils s'entendaient très bien. Elle m'a accueilli avec son sourire habituel et m'a proposé de m'asseoir dans sa cuisine. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit calmement « Léa, j'ai besoin de vous. Je vais quitter Nîmes dans les prochains jours. » Elle m'a regardée, surprise, et a reposé doucement sa tasse de café. Je lui ai expliqué, sans entrer dans tous les détails, que Claire voulait désormais vivre sa vie sans moi, que j'avais compris que ma présence l'agaçait et que j'avais décidé de partir. Je lui ai dit que Théo ne devait pas en souffrir, qu'il était innocent dans tout cela et que j'espérais pouvoir compter sur elle pour lui assurer un minimum de stabilité pendant la transition. Léa a posé sa main sur la mienne. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle savait déjà beaucoup de choses sans que je les dise. Je m'en doutais, Jeanne. On voit les choses quand on les vit de près.
Je t'aiderai. Pour Théo. Elle m'a promis de rester à ses côtés jusqu'à ce que Claire prenne réellement ses responsabilités. Elle ne ferait rien à ma place, mais elle serait là si Théo avait besoin d'un adulte fiable à proximité. Je l'ai remercié du fond du cœur. Je lui ai aussi dit que je lui laisserais une lettre et quelques affaires pour Claire, à remettre en main propre lorsqu'elle rentrerait. Le lendemain, le mercredi, l'agent immobilier est venu évaluer la maison. Un jeune homme professionnel, poli, très précis. Il a tout inspecté, mesuré, photographié. Il m'a confirmé que la maison était en excellent état et que, dans ce quartier devenu très recherché, elle se vendrait très vite. Il estimait qu'un prix de 1 100 000 € était réaliste. Peut-être plus. Je lui ai dit que j'étais prête à vendre. Il m'a expliqué les étapes, les documents à préparer, le délai de signature. Tout pouvait aller très vite. Le jeudi, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai gardé l'essentiel. Quelques vêtements, mes papiers, des photos, des souvenirs. Tout tenait dans 2 valises et 3 petites boîtes. Le reste, je laisserai. Me détacher des objets ne me faisait pas peur. J'avais vécu toute ma vie pour les autres. Je voulais maintenant vivre avec le minimum, mais librement. En rangeant un tiroir, je suis tombée sur une boîte remplie de lettres et de dessins que Claire m'avait offerts quand elle était enfant, adolescente, même adulte. Des mots d'amour, des remerciements. Maman, tu es mon modèle. Merci pour tous tes sacrifices. Je t'aime plus que tout. En les relisant, j'ai ressenti un mélange d'amertume et de tristesse. Ces mots avaient-ils été sincères ou faisaient-ils partie du mensonge dont je venais de sortir? Je n'avais pas la réponse, mais je les ai gardés. Je les ai mis dans une enveloppe avec la lettre que j'allais laisser à Claire. Elle les relirait peut-être un jour et comprendrait. Le vendredi, j'ai reçu un appel de l'agent immobilier. Il avait trouvé un acheteur, un homme de Paris qui voulait acheter la maison pour sa fille, future étudiante en médecine à Nîmes. Il faisait une offre au prix demandé, paiement comptant. Le rendez-vous chez le notaire a été fixé au lundi matin. Tout était en ordre. Le samedi, j'ai acheté mon billet de bus. Destination: Vichy, une ville paisible, connue pour ses eaux thermales. J'avais vu des reportages à son sujet, toujours rêvé d'y passer un séjour. C'était là que je voulais recommencer. J'ai aussi ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. J'ai déposé l'acompte reçu de la vente. J'ai laissé une somme en espèces à Madame Lefebvre pour les frais urgents liés à Théo. Le dimanche soir, j'ai écrit ma lettre. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je voulais que Claire comprenne que cette décision n'était ni un caprice, ni une vengeance. C'était une réponse, une conséquence. Voici ce que j'ai écrit. Claire. Puisque ma présence te dégoûte et que tu ne supportes plus de vivre avec moi, j'ai pris l'initiative de régler le problème. J'ai vendu la maison. Je suis partie. Tu peux maintenant vivre ta vie, sans moi. Madame Lefebvre t'aidera avec Théo les premiers temps. Prends soin de lui. Il n'a rien à voir avec tout cela. Ta mère, celle qui, pendant 35 ans, t'a aimé sans condition. Jeanne. J'ai mis la lettre et les anciennes cartes de Claire dans une boîte et les confiées à Madame Lefebvre, avec les clés. Claire rentrerait le mardi soir. La maison serait vide. Et moi, je serais déjà loin. Le lundi matin, à 9 heures précises, j'étais assise dans le bureau du notaire, avec l'agent immobilier et l'acheteur. Les documents étaient prêts, les signatures se sont enchaînées rapidement. À 10h30, la totalité du montant de la vente, 1 100 000 €, avait été transférée sur mon nouveau compte bancaire. Je n'avais jamais vu autant d'argent réuni à mon nom. Et pour la première fois, je ne pensais pas à qui j'allais devoir le donner, mais à ce que j'allais faire pour moi. À 11h, j'étais au terminal de bus de Nîmes, 2 valises à la main, un billet pour Vichy dans la poche. Le départ était prévu pour 14h. J'avais 3 heures devant moi, alors je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les gens passer. Je pensais à tout ce que j'avais construit dans cette ville. Chaque rue avait une histoire, chaque coin, un souvenir. Mais je ne ressentais ni peur ni tristesse. Je ressentais une forme de calme, comme si, enfin, je faisais quelque chose pour moi, sans culpabilité, sans devoir rendre de compte à personne. J'avais laissé les clés à Madame Lefebvre,
ainsi que la lettre et la boîte contenant les cartes de Claire. Je lui avais expliqué que le nouveau propriétaire ne viendrait prendre possession de la maison que le jeudi. Claire aurait donc 2 jours pour vider ses affaires personnelles. Le mardi soir, Claire allait rentrer de Paris, comme d'habitude. Elle trouverait la maison vide, la lumière éteinte, et à la place de son quotidien routinier, elle aurait face à elle une voisine tenant un trousseau de clés et une enveloppe. Pendant que le bus quittait Nîmes et prenait la route vers Vichy, je regardais par la fenêtre et je revoyais les dernières années. Je n'avais aucun regret. J'avais fait mon devoir. J'avais donné tout ce que je pouvais. J'avais été mère, soutien, refuge. Mais il arrive un moment dans la vie où continuer à donner devient un acte contre soi-même. Et moi, je ne voulais plus vivre contre moi. 3 mois ont passé depuis mon arrivée à Vichy. J'ai acheté une petite maison de plein pied avec 2 chambres et un jardin plein de lavande. Chaque matin, je me lève sans réveil, je prépare mon café et je décide ce que je vais faire de ma journée. Parfois, je peins. Parfois, je me promène au bord de l'Allier. Le mercredi, je déjeune avec mes nouvelles amies du club de lecture. Le jeudi, je vais au marché et je me fais plaisir en achetant du fromage ou des fleurs fraîches. Je n'ai jamais eu aussi peu de responsabilités, et pourtant, je me sens plus vivante que jamais. Madame Lefebvre m'appelle 1 fois par semaine pour me donner des nouvelles. Elle m'a raconté comment Claire a réagi en découvrant la maison vide. Elle est arrivée le mardi soir, valise à la main, croyant retrouver le dîner prêt, et Théo déjà douché. À la place, elle a trouvé Léa devant la porte, les clés à la main et une enveloppe. Claire a lu la lettre sur le trottoir. Elle est restée figée pendant plusieurs minutes. Elle a répété « Elle ne peut pas avoir fait ça ». Et Léa lui a répondu « Elle l'a fait. Et franchement, après tout ce que j'ai vu, je la comprends ». Les premiers jours, Claire a essayé de me joindre. Elle a appelé les proches, contacté un notaire, même un avocat. Mais tout était en règle. La maison avait été vendue légalement. Le compte était à mon nom. Elle n'avait aucun recours. Elle a fini par comprendre que cette fois, je n'allais pas revenir. Elle a dû louer un petit appartement en urgence. Elle a dû inscrire Théo dans une nouvelle école, s'occuper des repas, des devoirs, des lessives. Selon Madame Lefebvre, elle était complètement dépassée au début. Elle ne savait même pas que Théo était allergique aux crevettes. Elle l'a appris quand il a eu une réaction après un repas improvisé. Elle ne connaissait pas l'emploi du temps scolaire de son propre fils. Elle n'avait même pas les numéros de téléphone des parents de ses camarades. Mais Théo, ce petit garçon que j'aime plus que tout, a été plus solide que je ne l'aurais cru. Il a pris le relais. Il a expliqué à sa mère où étaient ses affaires, quels étaient ses horaires, comment fonctionnait sa routine. Il est devenu, en quelques semaines, celui qui guidait. Et Claire, petit à petit, a commencé à apprendre. Madame Lefebvre m'a dit qu'elle avait vu un changement, que Claire s'était mise à préparer de vrais repas, qu'elle aidait Théo à faire ses devoirs, qu'elle commençait à comprendre ce que signifie être une mère. Elle m'a aussi dit que Claire avait commencé une thérapie. Peut-être a-t-elle enfin compris qu'il y avait des conséquences à tout. Peut-être qu'elle est prête à évoluer. Ce n'est pas à moi de juger. Je ne regrette rien. J'ai pris une décision que beaucoup n'auraient jamais osé prendre. Mais je sais qu'elle était juste. Aujourd'hui, à 68 ans, je vis pour moi. Je ne suis plus la femme invisible dans sa propre maison. Je suis Jeanne, une femme libre. Aujourd'hui, ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. J'habite dans une petite maison à Vichy, dans un quartier calme, avec un jardinet que j'entretiens moi-même. Il y pousse des herbes aromatiques, quelques fleurs et une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je vis seule, mais je ne me sens plus jamais seule. C'est étrange à dire, mais depuis que j'ai quitté Nîmes, je redécouvre ce que c'est que d'exister pour soi. Chaque matin, je me lève sans précipitation. Je prépare mon thé, je lis quelques pages d'un livre ou je vais faire un tour au marché. J'ai rejoint un groupe de marche qui se retrouve dans le parc tous les matins à 8h30. Nous sommes une dizaine de retraités. Nous marchons, nous parlons un peu, parfois nous nous taisons. Mais ce sont des silences apaisants. Il n'y a plus cette tension constante que je ressentais autrefois à la maison, ce poids invisible d'attendre que quelqu'un ait besoin de moi. Le mardi et le jeudi, je participe à un atelier de peinture. Je n'avais jamais tenu un pinceau avant, mais maintenant c'est un vrai plaisir. Je ne suis pas particulièrement douée, mais cela n'a pas d'importance.
Je peins ce que je ressens. Parfois une fenêtre ouverte, parfois une chaise vide, parfois un champ de lavande. Et à travers chaque tableau, je libère un morceau de tout ce que j'ai gardé en moi pendant des décennies. Le dimanche, je déjeune parfois avec des amis que j'ai rencontrés ici. Des femmes comme moi qui ont beaucoup donné, souvent trop, et qui ont fini par comprendre qu'il était temps de reprendre leur place dans leur propre vie. Nous parlons de nos enfants, de nos regrets, de nos découvertes tardives, et surtout, nous rions. Beaucoup. Le rire est revenu dans ma vie comme une vieille amie que j'avais oubliée. Il y a aussi Albert, un veuf de 70 ans, très élégant, toujours bien habillé, qui vient souvent au centre pour les activités du troisième âge. Nous avons commencé à discuter après un atelier de mémoire. Il m'a proposé un café, puis un autre. Maintenant, il m'accompagne parfois au cinéma ou au marché. Il ne cherche rien de plus que de la compagnie sincère, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Nous parlons de nos vies passées, de nos petits plaisirs présents. Il ne me juge pas. Il m'écoute. Il me regarde dans les yeux. Cela suffit pour me rappeler que je suis encore une femme, pas seulement une mère ou une grand-mère. Sur le plan financier, je n'ai plus d'inquiétude. La vente de la maison m'a permis de vivre confortablement. J'ai acheté ma maison ici, j'ai mis de côté pour les imprévus, et j'ai même prévu un petit budget pour voyager. Le mois dernier, je suis allée passer un week-end à Annecy. J'ai pris un hôtel face au lac, j'ai mangé seule au restaurant, et pour la première fois, cela ne m'a pas rendue triste. Cela m'a rendue fière. Théo me manque, bien sûr. C'est le seul lien que je n'ai jamais voulu rompre. Mais nous gardons le contact grâce à Madame Lefebvre. Il lui donne des dessins, des petits mots, et elle me les envoie par courrier. Le dernier en date représentait notre ancienne maison, avec lui, moi, sa mère, et même Léa dessinée au jardin. Au dos, il avait écrit « Mamie, tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas être collé, c'est prendre soin même de loin. Je t'aime. » En lisant cela, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de reconnaissance. Parce qu'au fond, j'ai compris que j'avais réussi. J'ai élevé un garçon sensible, intelligent, capable de voir au-delà des apparences. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Claire, de son côté, ne m'a pas encore contacté directement. D'après ce que me raconte Léa, elle pose parfois des questions. Elle veut savoir si je vais bien, où je vis, si je pense à revenir. Mais elle n'a pas encore osé me téléphoner. Peut-être par honte, peut-être par fierté. Je n'attends rien. Je n'ai pas de revanche à prendre. Je ne ressens plus de colère, juste une certitude. Si elle veut un jour que nous ayons à nouveau une relation, cela devra se faire autrement. Pas par intérêt, pas par confort, par respect, par vérité. Je ne suis plus la mère silencieuse qui accepte tout. Je ne suis plus la femme qui s'efface pour faire plaisir. Je suis Jeanne Dubois, 68 ans, retraitée, libre, tranquille. Ce soir, le soleil se couche lentement sur Vichy. Je vais préparer une tisane, lire un peu, puis me coucher tôt. Demain, j'ai marche à 8h30, puis déjeuner avec Albert. Ce n'est pas une vie de conte de fées. C'est une vie simple, mais c'est ma vie, et cela me suffit. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.